C'était il y a 5 ans, le 23 octobre 2015, le terrible accident de car de Puisseguin en Gironde. Ce matin-là, vers 7h30, un car transportant des personnes âgées s'embrasait après avoir percuté un semi-remorque près de Puisseguin. L'accident avait fait 43 morts. Pour la première fois, le chauffeur du car, survivant de l'accident, et qui a tout fait pour sauver des passagers, accepte de témoigner. Après cet accident, l'accident de car le plus meurtrier en France depuis la catastrophe de Beaune en 1982. Bonjour David de Bijon. Bonjour Bruce. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. La seule image publique de vous, c'est lors de la cérémonie d'hommage qui avait eu lieu quelques jours après la catastrophe, en présence du président de la République et du Premier ministre, le 27 octobre 2015. Comment vous allez depuis ce jour-là, depuis ce jour où on vous a vu? Eh bien, en fait, ça s'est pas trop arrangé, on va dire. Ouais. Comme vous l'avez dit précédemment, en fait, c'était un drame humain avant tout. Donc, c'est dur. Ouais. Parce que, en tant que conducteur, vous êtes responsable de vos passagers. Donc, dans un premier temps, la réaction, c'est de dire je suis responsable de leur mort, peut-être, inconsciemment. Et donc, sur le coup, vous le vivez mal, en fait. Très mal. On est 5 ans après. Évidemment, c'est une catastrophe qui a changé votre vie. Et elle est toujours présente dans votre esprit, j'allais dire presque à tout moment. Toujours. Ouais. Toujours. Je pense que ça marque à vie, hein. Vous avez été confronté à la mort de plusieurs dizaines de personnes. On va raconter aujourd'hui pourquoi vous vous battez pour avoir le droit de ne pas reprendre le travail. C'est votre combat aujourd'hui. Mais d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur ce qui s'est passé ce jour-là, ce matin du 23 octobre. Vous assurez le transport de membres du club du 3e âge de Petit Palais, en Gironde. Et vous partez pour une excursion d'une journée dans le Béarn, à Arzac-Araziguet, précisément. C'est une journée classique pour le chauffeur que vous êtes. Vous avez fait ça des dizaines de fois précédemment. Ouais, vous avez l'habitude de ça. Et vous connaissiez les passagers que vous transportiez ce jour-là? C'est là où c'est encore plus dur, en fait. Moralement et psychologiquement, en fait. Parce que j'avais déjà fait un voyage avec ce groupe-là, en fait. Et quand je suis arrivé, en fait, pour les récupérer sur la place de Petit Palais, vous voyez, quand vous avez ces visages-là, c'est des gens qui ont entre 70 et 90 ans. Et quand ils me voient arriver avec le grand sourire en disant « David, tu sais que tu nous as manqué ?» C'est comme ça qu'ils vous ont accueilli ce jour-là. C'est comme ça qu'ils vous ont accueilli, c'est comme ça que cette journée a démarré. C'est extrêmement douloureux de revivre cela pour vous, mais j'aimerais néanmoins qu'on raconte ce qui se passe. Vous roulez pendant 7 km sur cette départementale, et dans un virage, vous ne voyez pas arriver ce camion. Il y a à bord de ce semi-remorque un chauffeur et son fils de 3 ans. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit? Enfin, vous le voyez quelques secondes avant, même pas? Ce qui se passe ce matin-là, en fait, donc effectivement, ça s'est passé à 7h20, le jour de l'accident. Il faisait nuit, d'accord? Et normalement, quand on aborde un virage, vous savez, la nuit, en fait, si vous avez des véhicules qui arrivent en face, vous avez la lumière du véhicule. Sûr. Donc ça vous donne en fait un signal. Ouais. Là, aucun signal. Pour une raison toute simple en fait. Arrivé à ce virage à une faible allure, j'étais à 30 km/h. Pour l'aborder en fait paisiblement en fait, en sécurité. Et tout d'un coup en fait, soudainement, un semi-remorque en fait arrive en portefeuille. Et là, aussitôt, en fait, une image, en fait, plein d'informations. J'ai pas eu peur. Je n'ai pas eu peur. J'étais vraiment serein, calme. C'est peut-être étonnant, hein. On peut avoir un stress, une panique. Mais non, au contraire. J'ai eu, en fait, beaucoup d'informations qui sont arrivées. Vous êtes dit, je vais maîtriser cette situation, quasiment. Vous avez vu ce camion arriver, tout ça se passe en quelques secondes. Entre la vision du véhicule, le semi-remorque, au moment où je le vois, et l'impact, c'est 2 secondes. Ouais. Mais entre ces 2 secondes, en fait,
j'avais déjà en fait presque anticipé, mais vu le futur en fait. L'impact, il est comment? Il est très violent, il est... Hyper violent. Entre mon poste de conduite en fait et le début de la carrosserie du véhicule, de mon car, il y a à peine 70 cm. Imaginez quand vous voyez un camion arriver. Donc en fait, quand je vois le camion arriver et qu'il y a l'impact, en gros, vous dites, ça y est, c'est fini. Je vais peut-être sauver les passagers, mais pour moi, c'est fini. Et donc en fait, un bourroie, un fracas, le pare-brise qui explose en mille morceaux, le bruit de la tôle qui se froisse et tout. Et plus rien. Le silence total. Vous perdez connaissance ou Non, vous êtes conscient? pas moi, le silence total. Plus de courant, plus de lumière, plus de bruit des passagers. Plus rien. Je dis, waouh, je suis en vie en fait. Mais j'ai pas eu le temps de réfléchir. Parce que 2 secondes après, une boule énorme en fait, une boule de feu énorme, d'une circonférence d'entre 2 et 3 mètres, qui est proche de vous, qui est à 1 mètre de vous. Et là, vous prenez conscience que vous êtes en vie, mais en même temps, vous pouvez mourir dans les flammes. Et je ne veux pas imaginer ce que ça peut donner comme violence. Les passagers, ils ont eu le temps de réagir, ils sont tétanisés, ils sont... Je vous dis, en fait, il y avait un silence de cathédrale, en fait. J'entendais rien, en fait. Et donc, quand j'ai vu, en fait, les flammes, tout ça, j'ai repris conscience. Comme si j'avais fait reset, en fait. Je me suis posé, j'ai dit calme. J'ai enlevé ma ceinture. Et au moment que je veux évacuer, en fait, de mon siège, ma jambe gauche reste coincée. Deuxième adrénaline. Donc je reprends aussi conscience. Et là, en fait, à plusieurs reprises, en fait, j'arrive quand même à me sortir de mon siège. Une fois sorti de mon poste de conduite, aussitôt je me suis dirigé en fait vers la porte et je l'ai poussée. Vous ne pouvez pas imaginer en fait quand je suis sorti cette sensation de bol d'oxygène en fait. Mais un oxygène d'une pureté incroyable. Parce que les flammes étaient tellement proches de moi en fait. Et une fumée opaque qui commençait déjà à envahir mon poste de conduite et l'intérieur du car. Là, à ce moment-là, je me dis, waouh, ça y est, cet oxygène m'apporte la vie en fait. Vraiment la vie, sincèrement. Je suis passé à 5 secondes près de la mort. Et aussitôt, en fait, je me dirige vers la porte derrière, qui donne accès aux passagers aussi, qui se situe en fait à côté des toilettes pour un car de tourisme. Nous avons le même système de sécurité en fait à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc pareil, je déverrouille en fait le système de sécurité, je décompresse donc le système de verrouillage, l'air se libère et je peux en fait ouvrir la porte. À ce moment-là, je découvre en fait la première personne qui est devant moi. Donc aussitôt, ce que je fais, j'évacue la première personne et à ce moment-là, donc, j'évacue 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Qui s'étaient déjà préparés à sortir? Il y avait 2 personnes, maximum 2-3 personnes. Ce que je constate, par contre, en fait, c'est que la fumée était au niveau de l'assise des sièges. Vous imaginez un peu. C'est-à-dire que l'oxygène n'était plus là. D'accord? C'est à ce moment-là où je me fais brûler au 2e degré sur ma main droite, en fait, parce que le plastique commençait à fondre, en fait. La fumée dégageait beaucoup de chaleur. Donc, une fois que j'ai évacué, en fait, ces 5 personnes-là et que je ne pouvais plus rien faire pour les autres, je suis retourné, en fait, devant, là où je suis sorti, pour voir s'il n'y avait pas une personne qui fait tomber, bousculer, et ainsi de suite. Donc, je suis revenu devant, en fait. Effectivement, j'ai trouvé une personne souffrante, qui criait de ses douleurs intenses. À ce moment-là, je me suis aperçu aussi que, effectivement, le feu avait déjà gagné le poste de conduite. Vous voyez les 5 secondes qui me restaient à vivre si j'étais resté. Cette personne, je l'ai rassurée en disant, je vais vous sortir de là. Par contre, ça va vous faire mal. Donc je l'ai pris
sous les bras en fait et je l'ai tiré sur les marches en fait du car pour l'évacuer en fait. Une 6e personne. C'est une 6e personne. Cette 7e personne en fait, c'est quand une fois que j'ai évacué cette personne qui était devant en fait, il y a une personne, la seule, qui s'est sortie d'elle-même par la glace latérale. Parce que j'ai trouvé cette personne en fait au sol avec un marteau de sécurité. Elle était tombée. Tombée parce qu'elle avait déjà commencé à briser la glace et après a fini de briser la glace avec son crâne. Parce que cette personne en fait, je l'ai retrouvée en fait avec le crâne en sang. Donc une fois que j'ai évacué toutes les personnes, j'ai demandé en fait, parce qu'il y avait des véhicules qui étaient en fait En train d'arriver, oui. arrivés même déjà depuis longtemps, mais qui avaient sûrement eux prévenu les pompiers. Donc en fait j'ai demandé en fait à des personnes de venir m'aider. Il y a une personne qui est venue m'aider, m'a proposé son aide, m'a demandé en disant j'ai une couverture dans le coffre. J'ai dit ok, vous pouvez aller la chercher. Il est revenu avec sa couverture. J'ai pris quelques personnes que j'ai sauvées dans les bras en disant j'ai fait le maximum. Je ne peux plus rien pour les autres, mais vous maintenant pensez à vous. À cet instant, le car il est en flammes. Non, c'est pour ça que j'avais discuté, vous savez, 1 an après, lors des commémorations en fait, aux familles des victimes. Parce qu'ils ne savaient toujours pas en fait. Oui, ils voulaient comprendre ce qui s'était passé exactement. Ben oui, et encore aujourd'hui, sûrement. Je ne suis pas retourné les voir encore. Mais sûrement qu'ils veulent. C'est normal. S'ils sont morts. Moi, on me l'a dit de vive voix en fait, vous savez. À moi, je suis une victime aussi, vous savez. Bien sûr. Donc c'est dur de l'entendre. Il faut se remettre en considération. C'est émouvant. Vous avez des centaines de personnes dans une salle et vous êtes le conducteur avec les mêmes émotions que eux et vous devez aussi vous confronter à ça. Et donc eux, en fait, ils me posaient la question, David, on ne sait toujours pas au bout d'1 an s'ils ont souffert, s'ils ont... J'ai dit, écoutez, ceux qui souffrent aujourd'hui, c'est ceux que j'ai sauvés. Ceux qui sont morts, en fait, ils ne sont pas morts brûlés, ils n'ont pas souffert. Peut-être pour eux, quelques Vous pensez personnes... qu'ils sont morts asphyxiés dans un... Tout à fait. Essentiellement. Les secours arrivent au bout de combien de temps? Ça vous paraît long? Ça vous paraît court? Tout est long dans ces moments-là. Ouais. 5 secondes, c'est quoi? Ouais. C'est le temps de dire bonjour. Vous avez pris conscience à quel moment de l'ampleur de cette tragédie? Ce que je vais vous dire, c'est quand même bizarre en fait, mais... Psychologiquement, en fait, c'est... On se prépare, en fait. Je m'étais préparé, en fait, à l'après, déjà. Dès l'accident, parce que pour pouvoir, en fait, sauver des vies, d'être conscient, d'être lucide, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose d'exceptionnel. Donc, en fait, je m'étais préparé à ce que ça allait se passer, en fait, après. J'étais, en fait, une sorte de bulle pour me protéger, en fait. Parce que c'est énorme. Vous avez donc les secours, ça arrive dans tous les sens. Voilà, vous entendez des bougies, tout ça, les pompiers, bon, ouais, tout ça. Donc oui, vous mettez dans une bulle et vous dites, voilà, je sais comment ça va se dérouler après. Les jours qui suivent, ça ressemble à quoi? Je vous dis, à cette préparation, en fait, on anticipe tout ce qui nous arrive, en fait. C'est l'événement, en fait, c'est ce qui nous entoure, en fait, qui nous fait, en fait, réaliser, en fait. Mais oui, on prend conscience parce que c'est intense, la violence. 43 victimes, vous savez, c'est violent, en fait. Je vais vous dire, en fait, la violence que je vois, moi, parce que je ne vais pas le dire ici, ce que j'ai vu de mes propres yeux, que je n'ai pas dit aussi aux victimes. Mais c'est dur. Avant que les secours arrivent, vous attendez donc 1/4 d'heure, 20 minutes. Et vous voyez consumer le car petit à petit. C'est dur. On n'est pas dans un film là. Donc vous voyez l'image que vous prenez en pleine face. Là vous êtes tout seul avec les victimes.
Donc c'est dur, oui. C'est dur. Personne ne peut imaginer l'horreur que vous avez vécue et le courage aussi qu'il vous a fallu pour sauver ces passagers qui sont les survivants. Quelques jours après ce drame, il y a cette cérémonie avec François Hollande et Manuel Valls. Je crois que me souvenir que François Hollande vous parle longuement, souligne aussi dans son discours votre geste héroïque. Ça vous a touché, ça vous a fait du bien. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Je vais vous dire sincèrement, en fait, j'étais avec les victimes et les familles des victimes dans... Ce que j'ai... En fait, j'entendais pas le message, en fait. J'étais tellement, en fait, tellement meurtri, et voilà, j'étais dans une bulle, en fait. J'étais vraiment dans une bulle. Non, j'ai surtout eu, en fait, en tête à tête avec lui, en fait, à un moment donné, on le voit dans une image, hein. Et même vous savez, à un moment donné, il y a eu les hommages, en fait, aux victimes à la salle des fêtes depuis Seguin. Vous avez 43 tonneaux recouverts d'un voile blanche avec une bougie avec les familles autour. Les médias n'étaient pas conviés, effectivement. Et vous êtes là face au mur et vous avez les familles. Alors il se passe plusieurs mois et en février 2016, vous reprenez le travail. Vous repartez au boulot, quoi. Ouais. Votre boulot de conducteur. C'est Ouais. un boulot que vous aimez d'ailleurs. Ah, une passion, c'est un équilibre parfait. Et comment ça se passe, la reprise? Alors, malgré en fait ce que j'ai vécu, en fait, parce que toutes les émotions, vous voyez aujourd'hui, hein, c'est tout bête, hein, ce qui me reste, c'est mon combat en fait, c'est mes larmes. Parce que le reste, en fait, tout a brûlé. Le jour d'accident et aujourd'hui encore, je n'ai plus rien en fait, plus goût à la vie, plus de sensations, plus de plaisir, plus rien. Ça, c'est dur par contre à faire comprendre à des professionnels de santé ou à d'autres aussi. Parce que vous me voyez comme vous en fait. C'est deux bras, c'est deux jambes, bon ça va. Donc ça s'est mal passé, la reprise. C'était très fort au début, mais au fil des mois en fait, je sentais qu'il n'y avait plus rien. J'étais en mode automatique en fait. Comme une sorte de réflexe en fait, une sorte de réflexe d'avant. Est-ce qu'il y a eu un suivi médical, psychologique aujourd'hui encore? C'est là où on va en venir un peu plus loin dans l'interview. On est très très fort en termes d'intervention, plan rouge et cellules de crise. Là, je peux dire oui. On l'a vu pour moi, on l'a vu pour les attentats, on l'a vu encore cette fois-ci pour la tempête et le drame qu'il y a eu dans les Alpes. Oui, on est très bon. C'est après qu'on est plus bon. Autant d'énergie qu'on donne à l'intervention, mais il n'y a plus la même énergie pour vous derrière. Après. Pour le suivi, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien derrière. C'est le désert en fait. Vous êtes seul. Oui, c'est dur, oui. Il n'y a pas de... Donc personne ne s'est occupé de vous? Il y a eu en fait le plan rouge. Oui. Donc dans la première journée, je vais à l'hôpital, effectivement. Donc je suis examiné, quoi que ce soit. Il y a juste un infirmier psychiatre qui vient m'interroger pendant 3 minutes. C'est tout. C'est tout. La suite, c'est une dépression, il faut dire les mots tels qu'ils sont, non? Ma rechute, le 16 mars 2018. En mars 2018. Ouais, c'est une dépression post-traumatique, en fait. Ouais, voilà. Là, vous arrêtez de travailler. Totalement, ouais. Totalement. Plus rien. Fallait que j'arrête, en fait. Et votre vie
privée, votre vie amicale à ce moment-là, ça ressemble à quoi? Mais ça ressemble à du vide, à du vide total. Aujourd'hui, vous dites, je suis pas en état de retravailler? Absolument pas. Et on vous demande de travailler. On vous dit, il faut y aller. Je les espère en disant, je peux reprendre une activité réduite avec une entreprise de 5 salariés ou une équipe de 5 salariés, n'ayant pas de contact avec les clients. Ou quoi. Oui, c'est... En gros, c'est... Vous allez à l'abattoir, quoi. Donc moi, en fait, voilà ce que je dis aujourd'hui, en fait. Oui. Pardon, on ne considère pas que ce que vous avez vécu est suffisamment exceptionnel. Oui. Le mot exceptionnel, vous dites? Pour ne pas être... ne pas obtenir les conditions que vous souhaitez en termes d'indemnisation et les conditions que vous souhaitez aussi pour ne pas reprendre une activité professionnelle. Il n'y a pas de compréhension, j'allais dire, d'acceptation de cette situation. Depuis la rechute, en fait, j'ai reçu une deuxième vague. Aussi violente que la première. Vous voyez, c'est incroyable. Parce qu'on se dit, non, je suis en vie, mais en même temps, je sais que notre système, entre guillemets, notre système nous protège et nous va. Et que l'État va aussi nous aider. Mais non, tout le contraire. Vous savez, quand j'ai eu ma rechute, donc mon médecin m'a souscrit en fait un certificat de rechute. Ouais. D'accord, pour dépression post-traumatique. Et bien une semaine après, je reçois un courrier de la CPM, Caisse primaire d'assurance maladie de Bordeaux. Objet refus. Oui. Il me refuse en fait la prise en charge. Vous savez, je me suis effondré. Pendant 5 minutes, j'étais vraiment au plus bas. J'ai dit non. Et je suis encore ému. J'ai dit c'est pas possible. Après ce que j'ai vécu. Là, aujourd'hui, vous en êtes où alors? Est-ce que vous avez une action juridique en cours? Oui, un avocat vous aide? Je répète encore une fois, mais je ne peux plus reprendre une quelconque activité professionnelle ou associative. Pour moi, c'est terminé. Ce que j'ai envie, moi, c'est qu'on me laisse en paix. Me reconstruire. Tout simplement. Qu'on me laisse tranquille. Mais oui, vous parlez en fait de... Donc, je t'en prie. vous avez quel âge, David? 44. La moitié de ma vie, hein. Ouais, c'est qui m'attend. Mais vous allez vous en sortir. Mais bien sûr, je suis là. C'est pour ça que je suis là. Vous allez vous reconstruire. Malgré, en fait, mon émotion, comme on me dit, c'est les seules larmes qui me permettent d'exprimer, en fait, ce que je ressens. Donc, ce combat juridique, d'expertise, lourd, complexe, encore une récemment, administratif, se poursuit pour que vous obteniez. Vous, ce que vous demandez simplement, c'est laissez-moi. Laissez-moi me reconstruire. Laissez-moi en paix, tout simplement. Mais surtout qu'on prenne en fait le caractère exceptionnel de cette catastrophe. Vous savez, quand vous êtes face en fait à cette grosse machine qui est l'administration, il y a eu un mépris, un déni en fait. En face de moi, je n'avais pas des êtres humains en fait. C'est pas possible de réagir comme ça face à une personne qui a vécu un drame humain d'une ampleur, d'une conséquence psychologique et... Non, ces gens-là, non. Ils ne fonctionnent que par des systèmes logiciels, formats. Et dès que je rentre pas dans un cadre, en fait, et ben ça les perturbe, c'est pas possible. Donc c'est pour ça, en fait, d'où mes procédures, d'où mes recours, en fait. D'où, en fait, que je veux qu'on me laisse en paix, qu'on me dise à un moment donné, on va prendre le caractère personnel, on va le mettre. Oui, c'est pas que j'ai décidé, c'est comme ça, parce que ce que je ressens, je n'ai plus. Ouais. Est-ce que aujourd'hui vous avez compris ce qui s'est passé ce matin-là? Est-ce que vous avez compris pourquoi ce camion était en portefeuille? Est-ce que vous avez compris pourquoi ça a pris feu aussi vite? Il y a le bureau d'enquête sur les accidents qui s'est prononcé, qui a fait un rapport. Toujours est-il que dans cette affaire, il n'y a pas de mise en examen. Il n'y a pas de procès. C'est le destin.
Ah, vous parlez des destin, ça c'est vrai en fait. J'aurais pu partir 1 minute plus tôt ou plus tard. Vous savez, en fait, je vais le dire aujourd'hui, hein, mais c'est tout bête, mais j'en veux pas au chauffeur. Vraiment, on va pas refaire l'accident, on va pas refaire la scène. Je rappelle qu'il y avait aussi le fils de ce chauffeur. Oui, l'enfant, un petit garçon de 3 ans. Ah, c'est dur. Qui lui aussi n'a pas survécu à cet accident. Merci David de Bijon. Mais c'est pour finir, si vous voulez. Je vous en prie. Parce que c'est quelque chose d'important aussi à dire. Je veux en fait envoyer un message aussi au Premier ministre et au Président de la République. Parce que je me rappelle, j'ai encore la mémoire, je me rappelle de l'ancien président de la République, François Hollande, en tête à tête, qui m'avait dit « On ne vous laissera pas tomber. L'État fera tout pour vous accompagner et vous aider. » C'est pour ça que je lance un appel au Président de la République et au Premier ministre. Parce que je veux en finir avec cette situation-là, qui est tout souffrante et douloureuse pour moi. Donc, voilà, je souhaite avoir un entretien avec eux pour que ce dossier puisse avancer et qu'on me laisse enfin vivre en paix. Voilà. Merci beaucoup David et merci d'avoir eu la force Oui, je vous en prie. de témoigner aujourd'hui. Merci à vous. Merci.